télévision qui assiste, c'est bon. Alors, on va commencer, Inch'Allah. J'ai dit la dernière fois en présentiel qu'on va faire TD aujourd'hui. Et le mardi, je vais poursuivre, Inch'Allah, le cours. Alors, je partage. Très bien. Alors, la série, celle-là. Très bien. Vous arrivez à voir? Très bien. Donc, la semaine passée, nous avons commencé déjà la série 3 sur les moniteurs. Nous avons traité le premier exercice et on a commencé le deuxième exercice. On a juste fait la première question. Donc, on va faire la deuxième question de l'exercice et on commencera le troisième aussi. J'espère qu'on pourra le terminer aujourd'hui. Alors, donc, je vais rappeler rapidement les qui partagent un imprimante. Les processus système ont la priorité pour l'acquisition d'une imprimante. Donc, on a deux classes de processus. Ils veulent accéder à une ressource qui est l'imprimante. Le nombre d'exemplaires disponibles de l'imprimante, c'est un exemplaire. Et les processus système sont plus prioritaires que les processus utilisateurs s'ils demandent l'utilisation d'une imprimante. Alors, on vous demande de décrire le comportement de ces deux classes de processus pour leur synchronisation, bien sûr, en utilisant les moniteurs dans deux cas de demande. Donc, pourquoi on a un problème de synchronisation? Parce que les processus utilisateurs et le processus système peuvent exprimer leur demande à n'importe quel moment. Et donc, pour obtenir une imprimante, on a besoin de la disponibilité déjà de la ressource. Et bien sûr, comme il y a la priorité, et il y a deux demandes, par exemple, d'accès à une imprimante, une demande d'un utilisateur et une demande d'un processus système, on favorise, on donne l'accès au processus système et on laisse le processus utilisateur en attente, donc il doit attendre. Donc, on va synchroniser l'exécution de ces deux classes de processus. S'il demande une seule imprimante à la fois, il se demande est variable. Donc, s'il n'est pas variable, s'il est fixe, ça va ressembler à la solution qu'on a traitée au niveau de l'exercice 1. Par exemple, le cas, c'est 2 fixe pour tous les processus de la classe système. Et le 3, c'est le cas qui est fixe pour tous les processus de la classe utilisateur. Et s'il s'agit du même cas, tout le monde demande le même nombre, à ce moment-là, on va avoir elle peut être une seule. Je le mets dans sa file. Et s'il s'agit d'un processus utilisateur, je le mets dans une autre file. Ou bien écrire toujours de procédure, sauf que la vérification, c'est toujours par rapport à la même valeur. Par contre, dans cet exercice, ce cas est variable. Ça veut dire les processus sont libres de demander le nombre d'exemplaires qu'ils souhaitent utiliser. L'essentiel que le cas ne dépasse pas le 1. Ça veut dire qu'il doit être inférieur ou égal à 1. Très bien. Alors, là, j'ai déjà préparé la première question qu'on a traitée en présentiel. Donc, là, c'est le résumé de l'énoncé de l'exercice. On a deux classes et nous avons une imprimante partagée. Quand il demande une seule imprimante, donc le comportement de processus système, le comportement du processus utilisateur, donc ils veulent utiliser une imprimante.
pour pouvoir utiliser l'imprimante, ils doivent exprimer une demande d'acquisition d'une imprimante, sauf que la demande ici va être exprimée en appelant une procédure d'un moniteur qui gère l'accès à ces imprimantes. S'il s'agit du cas de sémaphore, il suffit juste de déclarer un sémaphore compteur de valeur n, et chaque processus va franchir cette primitive P2 de S qui est égale à n. Et bien sûr, pour imposer la priorité entre les deux classes, il faut juste s'assurer que les processus système n'attendent jamais dans la même file que les processus utilisateurs. Et là, on est obligé de bloquer les utilisateurs si il y a des processus système qui sont en attente. Ça veut dire s'il y a des systèmes en attente, je ne dois pas accéder à je ne dois pas utiliser cette ressource. Alors, quand il s'agit d'une seule imprimante à la fois, on n'a pas besoin réellement de faire de tester initialement une imprimante, à qui ou bien quel est le processus que je vais réveiller. Je réveille à partir du processus système et je réveille à partir du processus utilisateur si cette file est vide, ça veut dire s'il n'y a pas de processus système en attente. Et là, on doit utiliser soit une variable qui compte le nombre de processus à partir de cette classe. Très bien, ça c'est j'ai fait juste la correspondance avec les sémaphores et vous pouvez bien sûr essayer de résoudre cet exercice en utilisant les sémaphores. Très bien, alors le moniteur TANA, donc il y a une demande d'exprimer, donc une demande d'accès à l'imprimante, bien sûr, il y a une demande, plutôt une procédure de libération de l'imprimante, de la ressource. On appelle ça le protocole d'entrée et celui-là le protocole de sortie. Et comment exprimer le protocole d'entrée, le protocole de sortie avec les moniteurs? C'est une procédure au niveau de ce moniteur. Très bien. Alors, la procédure, nous avons une procédure système et une procédure demande pour utilisateur. Pourquoi on a opté pour deux procédures? Parce que je dois placer les processus dans deux files différentes. Et donc, je dois les bloquer derrière deux conditions différentes. On a déjà parlé de ça. On peut, c'est pas faux d'avoir une seule procédure, demande d'imprimante, sauf qu'elle doit être paramétrée. Ça veut dire qu'elle admet un paramètre en entrée dans lequel, s'il s'agit de système, je vais appeler avec une valeur, par exemple, booléenne, ou bien une valeur 0 ou 1. J'appelle avec 0. Si il s'agit de l'utilisateur, j'appelle avec 1. Et là, à l'intérieur, je vais tester. S'il n'y a pas d'exemplaire disponible, ça veut dire que tout le monde doit attendre, que ce soit système ou bien utilisateur. La seule différence est que les processus système attendent dans une file et les processus utilisateurs dans une autre file. Et là, dans le alors à ce niveau, ça veut dire s'il n'y a pas de ressources disponibles, je dois voir s'il s'agit d'un système, la procédure a été appelée par un processus système, je le mets dans cette file, sinon je le mets dans une autre file. Et moi, j'ai opté pour des procédures séparées pour simplifier les choses. Donc, la demande imprimante système, tout processus système doit vérifier. Il demande une imprimante. Si le nombre disponible d'imprimantes égal à 0, alors il attend. Sinon, il prend un exemplaire, il quitte. Maintenant, il va diminuer le nombre d'exemplaires disponibles. Donc, cette instruction, elle est exécutée soit initialement, ça veut dire que la condition est fausse, il y a des exemplaires disponibles, donc il prend une. Sinon, après le réveil, ça veut dire une fois il est bloqué ici, en le réveillant, il va prendre un exemplaire et il quitte. La même chose pour processus utilisateur, sauf que pour processus utilisateur, pour imposer ou bien pour exprimer la priorité, un processus utilisateur, il est bloqué pour deux cas. Soit il n'a pas trouvé des exemplaires disponibles,
soit il y a des exemplaires disponibles, mais la file n'est pas vide. Ça veut dire, je dois faire un ou ici, la file des processus système. Je vais préparer juste ce symbole. La file de processus système. La file des processus système n'est pas vide. Ça veut dire non si ce empty. Cette condition exprime que la classe système est plus prioritaire que la classe utilisateur. Maintenant, un processus utilisateur, il peut être bloqué ou bien il se met en attente s'il n'y a pas d'exemplaire disponible, ou bien, ça veut dire il y a des exemplaires disponibles, mais il y a des processus système en attente. Mais on a dit la dernière fois que cette condition, elle est en plus. Ça veut dire qu'elle ne sera jamais exemplaire est attribué à un processus système. Ça veut dire il n'y a pas de... s'il y a un exemplaire, ça veut dire la file système, forcément, elle est vide. Si j'ai trouvé des exemplaires disponibles, ça veut dire qu'il n'y a pas de processus système qui ont demandé des exemplaires de l'imprimante. Et donc, la condition, elle est en plus. S'il n'y a pas des exemplaires disponibles, dans tous les cas, je dois attendre. Est-ce qu'il y a des processus système en attente ou non? Peu importe. Disponible, impossible d'avoir des processus système en attente. C'est pour ça qu'on a opté pour enlever la condition. Très bien. Donc, le même comportement. Bon, c'est pas grave. Le même comportement, donc pour utilisateur ou le système, et la seule différence, c'est que on va les bloquer dans des files différentes. Pour la libération, on a dit que c'est la même procédure de libération. Donc, chaque processus, que ce soit système ou bien utilisateur, va rendre l'exemplaire pris. Et donc, il va tester si la file, pour ne pas compliquer les choses, alors si la file système n'est pas vide, alors on réveille à partir de système. Si la file système est vide, on réveille à partir de la file utilisateur. Très bien. Maintenant, on prend le cas de cas imprimante à la fois. Ça veut dire que les processus vont demander différents nombres. Alors, je vais copier. De libération. La seule différence ici, au lieu de demander une imprimante, on va demander qu'à imprimante. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit en majuscule. Bon, je le remets en minuscule. Très bien. Donc, on va demander K. Mais avant de faire ça, je dois encore analyser le problème. Donc, j'ai des demandes de K imprimante. Et, bien sûr, toujours système
plus prioritaire au user. Maintenant, ce qui reste avec une imprimante, on n'a pas pris en considération quel est le premier processus dans la même classe qui a demandé l'imprimante, une imprimante. Donc, là, on doit bien définir la relation entre les processus au niveau ou bien au sein de la même classe. Je vais revenir à ce point. Donc, on va commencer, on va essayer d'écrire la demande des processus système. Donc, là, j'ai toujours disposé le nombre d'exemplaires disponibles et j'ai deux fils qui vont être utilisés pour bloquer les processus s'il n'y a pas d'exemplaires disponibles. Donc, un processus système, il se bloque si quoi? Si le nombre d'exemplaires disponibles est inférieur strictement à K. Vous voyez, il veut utiliser K imprimante. Sauf qu'il n'a pas trouvé, on a dit à la fois. Maintenant, il ne peut pas prendre ce qu'il y a, il attend le reste. Il prend les cas à la fois. S'il n'a pas trouvé toutes les imprimantes demandées disponibles, donc il va attendre. Donc, si le nombre d'imprimantes disponibles est inférieur à K, il va attendre. Sinon, il va prendre les cas imprimantes, demander les exemplaires, et il va quitter le moniteur. Très bien. Par rapport à utilisateur, il va faire de même. Maintenant, il va vérifier est-ce que le nombre d'exemplaires disponibles est inférieur à K. Si le nombre d'exemplaires disponibles est inférieur à K, il va attendre. Maintenant, si le nombre d'exemplaires disponibles est supérieur à K, supérieur ou égal à K, maintenant, on peut satisfaire sa demande. Maintenant, il doit faire attention. Maintenant, s'il y a des exemplaires non disponibles, s'il n'y a pas d'exemplaires disponibles, j'attends. S'il y a des exemplaires disponibles, je dois voir est-ce qu'il n'y a pas un processus plus prioritaire que moi qui se trouve en attente. Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas un processus système qui est en attente? Il y a la possibilité. Tout à l'heure, avec un exemplaire, on a dit la condition est suffisante pour bloquer un processus utilisateur. Parce que s'il y a une imprimante disponible, au moins une imprimante disponible, implique que zéro processus système en attente. Là, s'il n'y a qu'une imprimante disponible, est-ce que l'implication est correcte? Est-ce que je peux dire qu'il y a zéro processus système en attente? Non, on n'a pas cette confirmation. Si j'ai trouvé les cas imprimantes disponibles, les cas, c'est-à-dire demandés, les cas exemplaires demandés disponibles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres processus système qui ont demandé des exemplaires et qui sont en attente. On peut tomber dans le cas où le nombre d'exemplaires disponibles, c'est 5. Et un processus système vient, il demande par exemple 9. Alors 9, il n'est pas inférieur à 5. Il dépasse. Le nombre demandé dépasse le nombre disponible. Donc, il se met en attente. Un processus user, quand il arrive, il demande par exemple 4. Donc, il y en a 4, c'est inférieur à 5. Maintenant, on peut satisfaire sa demande. Mais la condition, dire qu'on a trouvé assez d'exemplaires pour satisfaire la demande de l'utilisateur, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro processus système en attente. Et donc, la deuxième condition, elle est obligatoire parce que la condition, elle n'est pas suffisante pour bloquer un processus utilisateur. Et dans ce cas, je rajoute la condition où système non empty. Tout processus utilisateur, il se met en attente s'il n'y a pas des exemplaires, assez d'exemplaires, ou bien il a trouvé des exemplaires, sauf qu'il y a des processus systèmes qui sont en attente, et dans ce cas, il doit attendre parce qu'il est moins prioritaire. Sinon, il prend les cas exemplaires. Maintenant, imaginez,
on a ce scénario, mais on n'a pas des processus système. On a un processus user qui est bloqué. On a trouvé le nombre disponible, c'est 5. Un processus user arrive, il demande 9, on ne peut pas satisfaire sa demande. Et il est bloqué. Un autre processus user arrive, il a demandé 4, on peut satisfaire sa demande. En exécutant ça, il a regardé, est-ce qu'il y a des exemplaires disponibles? Oui. Est-ce qu'il y a des processus système en attente? Non. Il prend les 4 exemplaires, il part. Maintenant, il nous reste un. Hada, il est en attente. Hada, c'est bon, il a pris les 4 exemplaires, il a quitté le moniteur, il nous reste un. Après libération, etc., d'exemplaires, on peut tomber dans le scénario, à chaque fois que je remets les exemplaires, on ne tombe jamais sur le nombre demandé qui est 9. Maintenant, si on remet, par exemple, un processus vient de remettre, par exemple, 7 exemplaires ou 6 exemplaires. Cette valeur va passer, par exemple, à 8. 8, c'est toujours ne peut pas satisfaire la demande de cet utilisateur. Il dit un autre, il va demander par exemple, il va demander 7. On lui donne les 7 exemplaires. Il ne reste un d'un autre utilisateur. Il a pris les exemplaires ou le système. Il a pris les exemplaires, donc il va prendre un exemplaire, il ne reste 0. En aucun cas, ça veut dire après libération et attribution, donc allocation et libération, on peut tomber dans le cas où la demande de cet utilisateur ne sera jamais satisfaite. Si il y a toujours, on satisfait, même si des processus qui arrivent par la suite, que ce soit de la même classe ou de classes différentes, donc on s'intéresse beaucoup plus à la même classe, quand ils arrivent, ils trouvent les exemplaires disponibles, ils vont les prendre, ils vont les utiliser. Le premier qui est arrivé, le fait qu'il a demandé un nombre important, il ne sera jamais satisfait. Il y a la possibilité qu'on ne pourra jamais satisfaire sa demande s'il y a une arrivée contenue des demandes inférieures à sa demande. Et dans ce cas, on tombe dans le problème de famille. C'est pour ça que quand on a deux classes et c'est le même cas pour système aussi, hein, c'est pour ça que quand on a deux classes de processus, on doit définir la priorité entre les classes. Quelle est la classe la plus prioritaire? Et bien sûr, on doit définir la politique au sein de la même classe. Avec une seule imprimante, on n'a pas en réalité besoin de cette politique, de définir cette politique. Mais quand on demande plusieurs, on doit préciser cette politique qui gère les pros de la même classe. C'est la même chose pour la gestion de processeurs. Pour les fils multiniveaux, on définit pour chaque fil la politique utilisée. Par exemple, ton partagé avec un certain quantum, l'autre, par exemple, c'est à base de priorité préemptive, etc. Et on a une politique qui gère toutes les fils, qui est toujours à base de priorité, qui peut être préemptive ou bien non préemptive. Maintenant, à partir de quel fil je vais choisir le processus qui va utiliser le processeur. Et entre les mêmes pros de la même classe, de la même file, je dois aussi ordonner l'accès au processeur qui va accéder en premier. La même chose ici. Ça veut dire que j'ai deux classes de processus. Donc, classe système est plus prioritaire que la classe user. Très bien. Mais au sein de la même classe, ça veut dire les processus dans la même classe, les processus dans la même classe doivent respecter un certain ordre. Ça veut dire quoi? On doit préciser comment attribuer les ressources à ces processus. Et bien sûr, par défaut, comme on n'a rien mentionné dans les noms de C, on n'a pas dit que les processus ont une priorité, etc. Donc, là, je dois
par défaut appliquer l'ordre d'arrivée. Premier arrivé, premier servi. Ça veut dire quoi? L'ordre FIFO est appliqué entre les processus de la même classe ou bien entre les demandes. Précisément, entre les demandes des processus de la même classe. Donc, l'ordre FIFO est appliqué. Ça veut dire quoi? Pour empêcher le problème que je viens de présenter ici. Mais il ne suffit pas de voir est-ce qu'il y a le nombre d'exemplaires disponibles pour la classe système. Malgré que j'ai trouvé les exemplaires disponibles, je dois voir est-ce qu'il n'y a pas des processus de ma classe qui sont en attente parce que leurs demandes ne sont pas satisfaites. Donc, là, je dois aussi tester par rapport. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'exemplaires, j'attends. S'il y a des exemplaires, je dois être sûr qu'il n'y a pas des processus avant moi ou bien des processus dans ma classe qui sont en attente. Et ça veut dire que je dois respecter d'abord l'ordre FIFO. On doit d'abord les servir pour pouvoir servir ma demande. On évite le problème de famille. Donc, on rajoute la condition. Cette condition signifie que les processus de la même classe système obéissent à l'ordre FIFO pour l'acquisition d'une imprimante. La même chose pour utilisateur. Donc, je dois voir est-ce qu'il y a des demandes, des exemplaires disponibles. Si oui, je prends. Sinon, je ne prends pas. Mais si oui, avant de prendre, je dois m'assurer qu'il n'y a pas des processus système en attente parce qu'ils sont prioritaires. Et s'il n'y a pas de processus système en attente, je regarde est-ce qu'il n'y a pas des processus utilisateurs en attente ou l'inverse. Donc, on peut vérifier dans les deux sens. Donc là, c'est système. Ça veut dire que c'est user. Utile, je l'ai appelé comme ça, utile. Très bien. Donc, soit je teste d'abord la file système, ensuite user, ou bien user, ensuite système. Dans les deux cas, je dois tester toutes les files. Je dois tester toutes les files. Très bien. Donc, toute demande d'utilisateur nécessite que je dois voir le nombre d'exemplaires et s'assurer qu'il n'y a aucun processus en attente dans les deux classes pour pouvoir prendre mes cas exemplaires. Il suffit une des conditions soit vraie, je me mets en attente. Très bien. Maintenant, au niveau de la libération. Au niveau de la libération, je vais remettre mes cas exemplaires demandés. Chaque processus va remettre les cas exemplaires demandés. Donc, et bien sûr, on doit d'abord voir, est-ce que la file système n'est pas vide? Je réveille à partir de cette file. Sinon, je vais réveiller à partir de la file utilisateur. Sauf que le problème, avec une seule imprimante, le problème ne se pose pas. Tout le monde demande une. Si je remets un exemplaire, par défaut, je dois soit réveiller un processus système, soit je réveille un processus utilisateur. Un seul. Très bien. Maintenant, si je remets les cas, on a pris un certain exemplaire et on a remis, par exemple, on vient de remettre un certain nombre d'exemplaires et la valeur, on a remis par exemple 7. Donc, la valeur a passé à 8. Je viens de remettre 7. Donc, la valeur a passé à 8. Si je garde le code tel qu'il est, je vais réveiller un processus système ou bien un processus utilisateur en attente. Regardez, on a pris l'exemple de 9, le processus utilisateur qui est en attente de 9. Donc, je le réveille malgré que le nombre disponible ne correspond pas, bien ne peut pas satisfaire sa demande. 8 est inférieur à 9. On ne peut pas satisfaire sa demande. Maintenant, je dois faire quoi? Je ne peux pas réveiller un processus système si le nombre d'exemplaires après avoir remis donc ces cas exemplaires, le nombre disponible doit satisfaire sa demande. Maintenant, je ne peux pas le réveiller
si le nombre disponible ne peut pas satisfaire sa demande. Autrement dit, dispo est inférieur strictement au cas demandé. Mais comment tester? Comment je vais faire pour tester? Est-ce que ce processus, on peut le réveiller ou non? Il ne suffit pas de voir est-ce que la file est vide ou non. Si elle n'est pas vide, je dois rajouter quelque chose. Et quoi? Et dispo doit être supérieur ou égal, c'est ça, à quelle valeur? À quelle valeur? À la valeur du premier processus bloqué, maintenant, celui qui se trouve en tête de file. Là, je vais mettre point d'interrogation. Comment récupérer, comment savoir le processus qui se trouve en tête de file, que je ne connais pas? Il a demandé un certain nombre d'exemplaires. Comment connaître le nombre d'exemplaires demandés par ce processus? Donc, un processus ne peut pas être réveillé. Et la même chose, c'est la même condition, même avec utilisateur. Il ne suffit pas d'avoir un processus en attente pour le réveiller. Il faut qu'il y ait un processus, une attente. Mais le plus important est que dispo doit être supérieur ou égal. Maintenant, on peut satisfaire la demande du premier processus en attente. Mais quel est le nombre d'exemplaires demandés par ce processus en attente? Je l'ignore. Je n'ai pas gardé trace. En aucun cas, on a sauvegardé l'information pour ce processus. Ça, c'est un. Et des fois, je dois savoir combien le cas que je viens de remettre, je peux remettre au lieu de 7, je peux remettre par exemple 10. On va avoir 11. Et donc, je peux satisfaire la demande de ce processus. S'il y a un autre processus qui a demandé, par exemple, en attente, j'ai un autre processus qui a demandé une imprimante, par exemple, d'un autre qui a demandé un autre nombre, etc. Dans ce cas, je peux satisfaire deux. Wahed, il a demandé 9, l'autre, il a demandé 1. Après avoir remis les 10, donc je peux satisfaire deux processus et non pas un. Ça veut dire, je dois tester si la file n'est pas vide et dispo est supérieur ou égal à quoi? À la demande du premier qui se trouve en tête de file, je le réveille. Et après le réveil, je vais répéter la même chose. Je vais faire ça aussi, la même condition. Ça ressemble à l'exercice 1 qu'on a traité. Je regarde, est-ce que après le réveil de ce processus, il n'y a pas de processus? Est-ce que la file est toujours non vide? Si non vide, je regarde. Est-ce que le nombre disponible, le nouveau nombre disponible est supérieur ou égal à qui? Pour réveiller le deuxième, la demande du deuxième que je ne connais pas. Ça veut dire à un moment donné, je dois tester par rapport aux demandes, au nombre d'exemplaires demandés de chaque processus qui se trouve dans la file. Et bien sûr, la même chose, je fais, si c'est bon, je vais réveiller un. Et je peux réveiller un troisième, un quatrième, un cinquième. Je ne connais pas le nombre de processus que je peux réveiller. Mais ce que je sais est que tant que la file n'est pas vide et le nombre disponible, le nombre d'exemplaires disponibles après la remise des cases exemplaires, est suffisant pour réveiller un certain nombre de processus, je le fais. Et donc, pour pouvoir déjà comparer ça, pour pouvoir décider est-ce que je réveille au moins le premier qui se trouve sur la tête de la file ou non, je dois sauvegarder sa demande. Et pour cette raison, je dois utiliser une autre structure de données ici. Je dois utiliser une file d'attente. C'est une file qui... c'est une file dans laquelle je vais sauvegarder deux informations. Je sauvegarde plutôt une seule information. Je sauvegarde le nombre d'exemplaires disponibles et la file, elle est FIFO. La première valeur ou bien le nombre d'exemplaires disponibles qui se trouve dans le premier enregistrement, il correspond au premier processus bloqué dans la file d'attente et des processus. Là, on a besoin de deux files d'attente. Sauvegarder les demandes système à part et sauvegarder les demandes utilisateurs à part. On peut faire la sauvegarde dans une même file, mais le traitement sera compliqué. Je dois parcourir et vérifier, etc. Donc, là, pour appliquer ou bien pour satisfaire les cas de demande, on a dit l'ordre FIFO est appliqué
entre les processus. En plus de ça, je dois faire quoi? Je dois avoir deux files d'attente que je vais nommer FU et FS. Deux files d'attente, c'est des listes chaînées pour sauvegarder quoi? Les demandes des processus en attente. Les demandes des processus en attente, donc c'est un enregistrement avec quoi? Avec le premier champ, c'est le nombre d'exemplaires qui est un entier et donc c'est un enregistrement, c'est une liste chaînée des enregistrements, donc c'est un enregistrement dans lequel on va avoir quoi? On va avoir le premier champ, c'est K, c'est un entier. Et bien sûr, le deuxième, c'est quoi? C'est un pointeur. On représente comme ça le pointeur, mais ça, voilà. C'est un pointeur vers, bien sûr, l'enregistrement. C'est un pointeur sur enregistrement. Ça veut dire que c'est pour pointer le suivant. Voilà. Donc, c'est une liste chaînée dans laquelle c'est une liste chaînée d'enregistrement. L'enregistrement fait un seul champ, c'est le cas. Et bien sûr, le deuxième champ, il est de type enregistrement. C'est pour pointer le prochain enregistrement. C'est le suivant. Ça veut dire quoi? Là, je vais finaliser après les déclarations. Donc, on a FU et FA des listes chaînées. Maintenant, je dois juste déclarer en réalité les têtes de file et allouer de manière dynamique à chaque fois un enregistrement. Je vais finaliser la partie déclaration. Je reviens ici. Donc, si un processus système se met en attente, avant de se mettre en attente, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder sa demande. Le processus, il a demandé cas. On ne peut pas satisfaire cette demande. Soit il n'y a pas les cas disponibles, soit il y a des processus en attente de la même classe. Donc, je le mets en attente, mais en parallèle, je mets sa demande. Je sauvegarde combien d'exemplaires demandés pour cet utilisateur. Et donc, je vais utiliser cette fonction enfiler. J'enfile dans la file FS le cas. Bien sûr. Alors, enfiler, c'est une procédure pour enfiler dans une liste chaînée. Donc, c'est la procédure interne. Une fois, j'ai parlé encore des procédures externes et des procédures internes. C'est la procédure externe. Maintenant, un processus peut l'appeler de l'extérieur du moniteur. Maintenant, il peut appeler que les procédures externes. C'est une procédure interne. C'est nécessaire pour mieux gérer l'accès aux ressources. On doit aussi, bien sûr, définir enfiler, défiler, etc. Là, on ne va pas le faire parce que tout le monde sait comment enfiler dans une file et défiler à partir d'une file, etc. Donc, ça doit être, mais passer à l'implémentation réelle, je dois aussi développer la fonction enfiler et défiler. Très bien, j'enfile, je sauvegarde dans FS le cas avant d'aller se bloquer. Et je fais la même chose avec les demandes des utilisateurs. Donc, avant de passer à l'état bloqué, je vais enfiler, mais cette fois-ci dans la file E. Et je mets le processus en attente. Très bien. En réveillant maintenant le processus, la partie libération, voilà. Libérer les cas imprimantes. Là, je veux libérer les cas. Je remets les cas exemplaires. Et là, je peux tester. Donc, si la file système n'est pas vide, il dispose supérieur à quelle valeur? Qui peut me dire? À quelle valeur? À quelle valeur? Dispo supérieur ou égal à quoi? Au nombre d'exemplaires
demandé par le premier processus. C'est-à-dire que le premier processus, il est pointé par sa demande est sauvegardée dans la file FS. FS. Et donc, par rapport à comment récupérer la valeur du premier processus. On défile FS. Sans défiler. Je peux comparer sans défiler. Parce que si je défile, je ne suis pas sûr que le dispo est supérieur ou égal à cette valeur. Sans défiler, qu'est-ce que je fais? FS نديروها في la procédure interne. عندي une file et demande. Ça veut dire quoi? Non. J'ai plusieurs utilisateurs. Madame fs.val. On pointe là. عندي 6A, par exemple. C'est un processus. 6.2, c'est un autre processus. هذه la file F de 6, la condition 6. Maintenant, en parallèle, عندي la file FS. هذه فيها les demandes. واش فيها؟ هذا il a demandé 9, هذا il a demandé 2, هذا il a demandé 3, هذا il a demandé bon. J'ai pris 2. Donc 9 et 2. معناتها je peux défiler le premier processus système S1 à condition que dispo est supérieur ou égal à 9. Le 9, il se trouve où la file? Dans le premier enregistrement. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Très bien. Comment récupérer, comment accéder au premier enregistrement? Liste chaînée. C'est toujours deux pointeurs. La tête, la tête et la queue de la file. La tête, très bien. Ça veut dire quoi? Donc, je peux comparer. Avant de sauvegarder, j'avais aucun moyen de savoir que le premier processus a demandé combien d'exemplaires. Mais en sauvegardant, je peux récupérer cette information. C'est la tête de FS. Ça veut dire, si dispo est supérieur ou égal à la tête de FS, point, avec le premier champ. Regardez, un enregistrement fait deux champs. C'est un pointeur pour enchaîner, bien sûr. Et le deuxième, le premier, il sauvegarde la valeur. C'est le cas. Moi, je peux mettre un N pour ne pas avoir la confusion. Je dois le déclarer normalement ici. L'intérieur du moniteur. Parce que c'est une variable du moniteur. Voilà. Très bien. Donc, si dispo est supérieur ou égal à la tête de file, pointeur, point, avec le NT. Ça veut dire le premier champ. Comment on peut écrire en pseudo-algorithmique, dire que dispo supérieur ou égal à la tête de la file, comme ça, parce qu'on a une seule valeur pour l'enregistrement. Donc, si dispo est supérieur à la tête de file, je peux réveiller. Alors, je réveille. Et qu'est-ce qu'on a dit? On peut réveiller, je viens de remettre un diff la file, 11, et je viens de remettre une certaine valeur, Kent 1, et je viens de remettre, par exemple, 12. Donc, plus 12, ça va me donner combien? Ça va me donner 13. Avec 13, je peux non seulement satisfaire le premier, donc regardez, si non vide, oui, dispo supérieur à la tête de la file, point 1, point n, oui, le interne c'est 9, oui, donc je peux satisfaire. En faisant un système.segment, en le réveillant, voilà système, en le réveillant d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il va soustraire le cas, il quitte le moniteur. Maintenant, il va mettre à jour la variable dispo. Il va prendre cas exemplaire de cette variable. Donc, ça va passer à combien? En réveillant Hada, le 13 TI va passer à combien? C'est 13 moins 9. Il me reste combien? Il me reste 4. Est-ce que je peux encore satisfaire d'autres demandes? Oui, 4 est supérieur ou supérieur strictement à 2, je peux réveiller S2. Et donc là, je teste si, non, vide et une autre condition. Bien sûr, à chaque fois que je réveille un processus, je dois défiler. Maintenant,
enregistrement, je le défile, j'enlève ça pour ne garder que les demandes en attente. Parce qu'en réveillant S1, c'est bon, on a satisfait sa demande, donc je dois défiler ici. Donc avant de réveiller, je dois défiler à partir de FS, le cactérie, voilà, et j'appelle et je réveille le processus. Je réveille le processus qu'on vient de choisir. Donc, je le réveille, il va soustraire les exemplaires, les cases exemplaires. En réveillant, après le signal, on teste s'il y a d'autres processus, je réveille. Donc, en défilant, la tête de la file s'est déplacée vers le suivant. Maintenant, c'est la même condition que je vais utiliser ici. C'est la même condition que je vais utiliser ici. Donc, en testant, donc, est-ce que si la file est toujours non vide, à ce moment-là, je regarde la tête. Si on peut satisfaire sa demande, alors on fait la même chose. Défiler et on fait défiler et réveiller un autre processus. Et la même chose, je peux encore... Comment? J'arrive à tant que. J'ai défilé le premier et donc j'ai trouvé que je peux satisfaire un deuxième. En fait, je peux encore vérifier, je peux satisfaire un troisième. Mais jusqu'à quand je vais m'arrêter? Je ne sais pas. Ça veut dire que le si la structure de contrôle ne convient pas en réalité au réveil d'un certain nombre de processus non déterminés. Avec le nombre, je ne le connais pas. Et donc, là, je répète la même opération tant que quoi? Tant que la file système n'est pas vide, et dispo est supérieur ou égal à la tête de la file, je fais quoi? Donc, faire. Je fais défiler et appeler, réveiller le processus système. Fait. Voilà. Donc, je réveille et je débloque, c'est-à-dire je défile et je débloque. Maintenant, on peut faire ça, sachant que en réveillant le processus, le système, il va soustraire la même valeur demandée. Parce que ça fait partie de l'environnement de ce processus, les différentes variables. Parmi les variables, la variable, le paramètre passé en argument à la fonction. Donc, je peux laisser comme ça. Comme je peux faire autrement, je peux faire la soustraction à ce niveau. Donc, je vais défiler, je vais soustraire moi-même et je réveille. Et dans ce cas, je dois faire quoi? Je dois seulement de l'instruction, l'exécuter. Maintenant, un processus, dès qu'il trouve initialement le nombre d'exemplaires disponibles, il va soustraire les cas. Sinon, il ne va pas les soustraire. Il est bloqué. Après le réveil, il va quitter le moniteur directement. C'est à la tâche du processus, le processus qui a exécuté le signal, de faire la décrémentation. Maintenant, comme les deux solutions sont correctes. Je décrémente ici et je ne décrémente pas là, ou bien l'inverse. Seulement l'avantage de décrémenter à ce niveau est que la durée de blocage de ce processus qui a exécuté signal va être réduite. Maintenant, l'autre processus réveillé jusqu'à ce qu'il exécute une instruction avant, pour pouvoir quitter le moniteur. Dès que je le réveille, il quitte le moniteur directement. Et donc, ça permet de réduire la durée d'attente du processus qui ont exécuté signal. Parce qu'à chaque réveil, il se bloque. Il a réveillé le premier, il se bloque. Du moniteur. Ensuite, il réveille le deuxième, ainsi de suite. Le processus qui vient de libérer les cas exemplaires, c'est le dernier processus qui quitte le moniteur. Très bien. Maintenant, on a réveillé des processus système. En quittant la boucle, il y a deux cas possibles.
soit on a trouvé des processus système, on les a réveillés, plutôt 3 cas. On a trouvé des processus système et on a réveillé un certain nombre. En quittant la boucle, soit il reste encore des processus système, mais il n'y a pas assez d'exemplaires pour les réveiller, soit on a trouvé la file système vide. Maintenant, on a satisfait un certain nombre de processus et la file système est vide. Soit dès le début, j'ai trouvé la file système vide. Maintenant, ma cache des processus système, soit en exécutant la boucle, en quittant la boucle, un des deux cas, soit la file système est vide après satisfaction de tous les processus en attente, soit la file système reste encore non vide parce que n'a pas satisfait tous les processus en attente. Donc, en quittant la boucle, je peux encore satisfaire des processus utilisateurs. Maintenant, le sinon, on teste si la file système n'est pas vide. La file système n'est pas vide. Je satisfais à partir de la file système. Maintenant, si elle est vide, je peux satisfaire à partir, satisfaire les processus de la file utilisateur. Elle peut être vide dès le début, comme elle devient vide après le réveil d'un certain nombre de processus. En quittant la boucle, je dois m'assurer si quoi? Si la file système est vide, 6.empty. Si la file système est vide, alors je fais quoi? Je peux réveiller des processus utilisateurs. Donc, la condition, donc si dès le début, il n'y avait pas de processus système, donc le cas, donc il n'y a pas de processus système, je réveille les processus utilisateurs. Maintenant, il peut y avoir des processus système et on a satisfait un certain nombre. En quittant la boucle, soit la file système, elle est toujours pleine, il y a des processus parce qu'on n'a pas pu satisfaire tous les processus système. Et donc, on ne va pas réveiller les processus utilisateurs, mais on peut encore tomber dans le cas où, après satisfaction de tous les processus système, la file va passer à vide, pardon. Il y a la possibilité qu'il me reste encore des exemplaires. Regardez, l'exemple que j'ai pris. Donc, la file, par exemple, F-user, F utile, on l'a appelé utilisateur, utile. Donc, elle dit, par exemple, U1, qui est en attente, qui a demandé seulement, il a demandé seulement un exemplaire. Donc, on n'a pas pu satisfaire sa demande, parce que quand nous avons la file, des processus système qui ont demandé, il a trouvé un exemplaire, mais il n'a pas pu le prendre. Parce que il y a des processus système dans la file. Il a demandé 9, il a demandé 2. On ne peut pas satisfaire sa demande. Donc, on attend jusqu'à la satisfaction de tous les processus système. Même quand ils arrivent d'autres, ils restent en attente. On ne peut pas le satisfaire. Après remise des 12 exemplaires, on a satisfait le premier. Il nous reste 4. On va satisfaire le deuxième. Il nous reste 2. Donc, on a satisfait les deux processus système. Tout les vide, ou tout les vide. Il n'y a pas de processus système. Il me reste encore 2. Maintenant, je dois vérifier si la file système est vide, soit initialement le est vide, soit après exécution, après le réveil de tous les processus bloqués, elle devient vide. À ce moment-là, je peux réveiller un processus utilisateur. Mais pour pouvoir réveiller un processus utilisateur, si la file système est vide, je qu'on a fait avec les processus système, je répète la même procédure, sauf avec utilisateur. Maintenant, tant que je vais mettre ici.
La suite, elle est là. Ça veut dire, si la file système est vide, alors tant que quoi? Tant que la file utilisateur est non vide et le nombre d'exemplaires disponibles chaque fois sur la tête, le nombre d'exemplaires disponibles dépasse supérieur ou égal au nombre demandé, je vais défiler à partir de la file utilisateur et je vais réveiller un utilisateur. Je réveille un utilisateur. Donc, cette partie, elle sera exécutée seulement si il n'y a pas de processus système en attente. Donc, je dois m'assurer qu'il n'y a pas de processus système. Soit dès le début, en arrivant ici, on dit une condition composée donc, de deux sous-conditions. Donc, quitter cette boucle, soit la file est vide, soit il n'y a pas d'exemplaires, assez d'exemplaires disponibles. Donc, je réveille tous les processus utilisateurs. Je ne sais pas combien de processus, tant que le nombre d'exemplaires disponibles peut satisfaire un certain nombre de processus, je dois le réveiller. Vous allez me dire, peut-être, madame, entre-temps, la file est vide de système, mais entre-temps, je réveille des processus utilisateurs, ils peuvent donner des processus système en parallèle. Ah oui, c'est une possibilité, on peut avoir, sauf que les moniteurs n'admettent pas des demandes. Tant qu'il y a un processus en train d'exécuter une des procédures, un processus qui est en train d'exécuter ici, même si j'ai des processus système qui expriment leur demande, le processus système, il appelle, il veut demander un certain nombre de ressources. Il ne peut pas exécuter la procédure, parce qu'il y a un autre processus en train d'exécuter une autre procédure dans le moniteur, qui est la procédure de libération. Mais même s'il y a des demandes qui arrivent pour système, on ne peut pas les prendre en considération. Ils sont en dehors du moniteur bloqués. Ils sont là, ils sont en attente parce qu'ils ne peuvent pas exécuter cette procédure. Mais la file, si elle est vide, elle restera vide jusqu'à ce que ce processus termine l'exécution de la procédure, il quitte le moniteur. Maintenant, on n'a pas cette possibilité que je suis en train de faire un traitement et en parallèle, les fils des demandes peuvent être remplis. Ça veut dire qu'on peut bloquer des processus. Jamais un seul processus dans le moniteur, mais une seule procédure qui s'exécute à un moment donné. C'est tout ce qu'on met à l'intérieur d'un moniteur s'exécute en exclusion mutuelle. Ça veut dire les procédures HEDO s'exécutent en exclusion mutuelle. Si un processus est en train d'exécuter la procédure libérée, aucun autre processus ne peut exécuter les autres procédures, que ce soit la même procédure ou les autres procédures de demande, parce qu'on admet un seul processus dans un moniteur. Est-ce que c'est clair pour cet exercice? Madame, donc ici, la priorité, elle ne sera pas respectée. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Ça veut dire à la une condition le temps que, au niveau du temps. Comment? On ne peut pas ajouter une condition au niveau du temps que. C'est-à-dire, elle n'est pas assurée. Ça veut dire, je n'accepte pas des demandes de système tant que je suis en train de réveiller des utilisateurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on va favoriser l'exécution d'un processus utilisateur. Mais on peut pas, le problème est qu'on ne peut pas savoir. On n'a pas cette certitude qu'il va y avoir des systèmes qui vont demander. Mais je ne sais pas. À quel moment je vais connaître, je vais savoir qu'il y a des processus qui demandent. À quel moment? Quand ils exécutent la procédure, ils vont se mettre en attente. Quand ils vont appeler la procédure, quand ils vont exécuter, là, on ne peut pas. Ça veut dire que je ne peux pas savoir. Là, je ne peux pas arrêter l'exécution et dire qu'il y a des processus système qui vont demander. Même avec les sémaphores. On a le premier qui franchit P2S, que ce soit utilisateur ou le système, c'est le premier qui va prendre la ressource. On ne peut pas savoir. Maintenant,
pour imposer, avec les sémaphores, pour imposer vraiment la priorité, il y a des obstacles pour les moins prioritaires pour autoriser aux plus prioritaires d'accéder rapidement en réalité à la ressource. Mais là, ça veut dire même par exemple les procédures moins prioritaires, ils ont une vitesse élevée par rapport aux processus plus prioritaires. Ils vont passer en premier. Malgré la chronologie, je trouve que les systèmes avec utilisateurs arrivent en même temps. Mais en exécutant, le fait que l'utilisateur est plus rapide, il pourra acquérir la ressource avant le système. Maintenant, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, c'est imposé par le moniteur. Maintenant, si je suis en train de réveiller, d'exécuter une des procédures, même s'il y a des demandes qui vont arriver, on ne peut pas les prendre en considération. On ne peut pas les prendre en considération parce que c'est comme si vous pouvez imaginer que un guichet ou par exemple une banque ou là, une poste, etc. Il y a certaines catégories de gens qui sont plus prioritaires, par exemple les femmes enceintes ou là, les handicapés, ou là, etc. Donc, ils sont plus prioritaires. Mais tant que la porte est fermée, je ne peux pas savoir les bras avec, par exemple, le Covid, on laisse passer, par exemple, 3 personnes à la fois. 3 personnes ou 4 personnes à l'espace. Et donc, je suis à l'intérieur et donc, je ne peux pas admettre d'autres jusqu'à ce que je termine le traitement de leur demande. Donc, هذوك اللي راهم لداخل يقدروا يكونوا moins prioritaires par rapport à ceux qui sont à l'extérieur. صح ما نقدرش نعرف en tant que par exemple d'un bureau de poste ou la bureau au niveau de la banque, etc. Je ne peux pas savoir mais la personne est dehors, elle est plus prioritaire. Et dans ce cas, je ne peux pas quitter, aller voir qu'il y a un plus prioritaire, ensuite je reviens. Non, on n'a pas cette possibilité. Pareil ici avec les moniteurs. Tant que je suis en train d'exécuter une procédure à l'intérieur du moniteur, j'ignore ce qu'il y a à l'extérieur du moniteur. Donc là, on ne peut pas faire autrement. Est-ce que c'est clair? Madame, ça ne règle pas le problème si on met dans le temps qu'on ajoute une troisième condition et 6 points un petit. Mais on peut, je suis sûre si elle est vide, elle ne peut pas entre-temps passer à non vide. Parce que comme les moniteurs sont implémentés en réalité avec les sémaphores, quand j'appelle la procédure libération, où est-ce qu'elle est? La procédure libération, en réalité, elle est protégée par un P de mutex et un V de mutex. Le processus qui est appelé la procédure, il a déjà franchi un P de mutex. Il a changé la valeur du sémaphore. Le prochain qui dit, il va appeler, il va faire un P de mutex. Il se bloque automatiquement. On met la file d'attente. Parce qu'il ne peut pas exécuter cette procédure, parce qu'il y a un processus qui a déjà exprimé ou bien qui a déjà appelé une autre procédure, donc il est en train d'exécuter ça. Maintenant, quand je quitte, le traitement, pour pouvoir quitter, je fais un V de mutex, je quitte la procédure libérée, et le V de mutex fait quoi? Va débloquer celui qui a demandé la procédure. Et donc, il pourra accéder et vérifier. Là, il peut passer à la file d'attente. Et donc, entre le cas, j'ai trouvé file vide, et entre l'arrivée de ce processus, le processus qui a exécuté la fonction, ou bien la procédure libérée, il a terminé son traitement. معناتها passer de la file empty à la file non empty, l'état empty à l'état non empty, impossible si on n'a pas quitté cette procédure. Donc, même je l'en rajoute ici. C'est pas faux, mais elle ne sera pas jamais satisfaite. C'est une condition, c'est un cas impossible avec la manière dont les moniteurs sont implémentés. Malheureusement, on n'a pas assez de séances, sinon j'aurais... enfin, il y a des slides que je vais sauter, certes, comment les moniteurs sont implémentés avec les sémaphores. Donc, derrière, sont implémentés avec les sémaphores pour assurer que toutes les procédures s'exécutent en exclusion mutuelle. Qui dit exclusion mutuelle? Je dois faire protéger ou bien je dois contrôler l'accès aux différentes procédures.
et je suis en train de concevoir les moniteurs. Je ne peux pas utiliser les moniteurs pour contrôler ça. Et donc, je suis obligée d'utiliser un autre outil. Le seul outil le plus puissant, c'est les sémaphores. Je vous ai dit, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre outil plus performant, bien plus puissant que les sémaphores, sauf que les moniteurs, non, ils viennent pour simplifier l'écriture des solutions de synchronisation. Mais derrière, l'implémentation réelle, c'est avec les sémaphores. Sauf que l'utilisateur final ne va pas se soucier, il va contrôler, la variable, par exemple, la file FE, c'est une variable partagée, globale. On ne peut pas autoriser un processus de manipuler, de défiler, où il va enfiler, par exemple, où les deux processus vont défiler, etc. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire tester par rapport à la tête de la file, en même temps, j'autorise des défilements et des enfilements en même temps. On va tomber vers la fin dans un résultat, un scénario où il y a, entre parenthèses, je peux utiliser le terme khalota, donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas gérer. C'est une variable, la tête de la file et la queue de la file, ce sont deux variables, deux pointeurs partagés entre plusieurs processus. On n'admet pas la manipulation de ces deux pointeurs en même temps. C'est pour ça que les moniteurs, on dit une procédure à la fois. Et donc, toutes les procédures, en réalité, sont protégées par un P de mutex et un V de mutex pour assurer l'exclusion mutuelle. Bien sûr, on ne l'exprime pas parce que c'est déjà implémenté. Maintenant, l'outil moniteur, ce n'est pas à moi de gérer. Je dois juste écrire les procédures, bien sûr, sachant ou ayant une connaissance comment les moniteurs sont implémentés et comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas faux, on peut rajouter, mais c'est une condition en plus. C'est comme le cas. Oui, madame, j'ai compris. Donc, la libération et la demande ne peuvent pas s'exécuter en même temps. En même temps. Voilà. Ça veut dire que la file ne peut jamais passer de empty à non empty si je suis en train d'exécuter une des procédures. C'est bon? D'accord, merci madame. De rien. S'il n'y a pas de questions, on a pris presque 1h30. Vous avez normalement anglais à 10h, c'est ça? Oui? Allô, allô? Oui, madame. À 10h. Très bien, je vais juste expliquer l'exercice 3. On n'aura pas le temps pour le faire, malheureusement. Il nous reste beaucoup de choses. C'est pas grave. J'ai pris plus de temps avec cet exercice. Bon, pour la solution, je vais finaliser et vous l'envoyer plus tard. Alors, pour l'exercice 3, on va voir presque la même chose, des 3 classes de processus. Donc, on considère 2 ressources, R1 et R2. Les ressources R1 existent, la ressource R1 existe en N1 exemplaires et R2 existe en N2 exemplaires, en supposant que chaque processus peut demander soit un exemplaire de la ressource R1, soit un exemplaire de la ressource R2, soit un exemplaire de la ressource R1 et un exemplaire de la ressource R2, bien sûr, à la fois, R1 ou R2 à la fois. Donc, il y a des processus qui peuvent demander seulement R1, il y a des processus qui peuvent demander seulement R2, il y a des processus qui peuvent demander R1 et R2, un exemplaire. Donc, pour ne pas compliquer les choses, et on veut demande d'écrire un moniteur gérant l'accès à ces ressources en donnant la priorité à celui qui exprime le 3e type de ressources. On a des 3 classes. On a dit un exemplaire de chaque ressource. Maintenant, l'ordre FIFO de la même classe n'est pas pris en considération en réalité. N'est pas pris en considération. On va voir, parce que pour la première classe et la deuxième, pour celle-là, on va voir à ce qu'on prend l'ordre FIFO entre les processus de la même classe. Maintenant, les processus qui demandent seulement R1, les processus qui demandent seulement R2, les processus qui demandent R1 et R2. Très bien. Maintenant, un des 3 classes. La 3e classe est plus prioritaire que la première et la 2e classe. Là, j'ai une seule ressource, seulement demandée. Donc, ça ressemble à l'exercice qu'on vient de traiter, sauf que
faites le cas, les processus qui sont en attente, faites la troisième catégorie, ils peuvent être en attente parce que R1 n'est pas disponible et R2 disponible. Ils peuvent être en attente parce que R2 n'est pas disponible et R1 est disponible. Ils peuvent être en attente dans le cas où les deux ne sont pas disponibles, ni R1 ni R2. Et donc, il y a trois cas possibles. Et si un processus qui est en attente parce qu'il n'a pas trouvé R1, il n'a pas trouvé R2, les deux, donc il est en attente. Si un processus, le fait que sont plus prioritaires, j'ai trouvé R1 disponible, et je regarde la troisième classe, elle est bloquée. Il y a des processus bloqués dans cette classe. Là, je regarde, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le nombre d'exemplaires disponibles de R1 est suffisant? S'il est suffisant, je regarde, est-ce qu'il y a des processus, la file prioritaire bloqués? S'il y a des processus bloqués, on va attendre. C'est ce qu'on a écrit, la solution. Non, on a dit, s'il y a assez d'exemplaires disponibles, et la file prioritaire n'est pas vide, j'attends. Sauf que le problème, l'exercice, juste je vais noter comme l'indication pour vous faciliter l'écriture de la solution. Non, je ne vais pas attendre parce qu'il y a un processus de la classe prioritaire en attente. Ça veut dire, quel que soit le cas, j'ai trouvé des ressources, mais il y a un processus qui est de la troisième classe qui est en attente. Il y a la possibilité que le processus qui est en attente, il n'est pas en train d'attendre R1 parce que j'ai trouvé des exemplaires. Seulement, il est bloqué parce que Makench R2, il n'a pas trouvé une ressource de R2. Il faut être intelligent dans l'écriture de la solution pour la condition. Ça veut dire, c'est vrai, la priorité, je trouve la file, est-ce qu'elle est vide ou non? Maintenant, elle peut être, je vous ai dit, un processus de la troisième classe peut être bloqué si soit il a trouvé R1, il n'a pas trouvé R2, soit il a trouvé R2, il n'a pas trouvé R1, soit il n'a pas trouvé les deux. S'il n'a pas trouvé les deux, certes, un processus qui dit d'une des classes, les autres classes, il va trouver des zéros, donc il va se bloquer. Mais le problème, il va se poser, le cas où il a trouvé des exemplaires de R1, ou qu'il y a des processus bloqués, là, on doit vérifier quelle est la condition de blocage. Est-ce que parce que R2 n'est pas disponible, ou là parce que, s'il y a des ressources disponibles ici, obligatoirement, il est bloqué parce que R2 n'est pas disponible. S'il y a des ressources disponibles pour R2, obligatoirement, les processus de la troisième classe sont bloqués parce qu'il n'y a pas la ressource 1. Donc, soit la ressource 1 disponible, soit la ressource 2 disponible, tout dépend de la disponibilité, de le nombre d'exemplaires, et tout dépend des arrivées des processus lors de l'acquisition de ces ressources. Ce que je vous demande, c'est d'écrire la solution bien sûr en donnant la priorité à la classe, à la troisième classe, le troisième type de demande, ceux qui demandent R1 et R2 en même temps. Ça ressemble à peu près à cet exercice. Il faut juste savoir exprimer les conditions d'attente pour les différents processus. Et au réveil aussi, il faut prendre en considération un certain nombre de cas. Pour l'accès FIFO, on ne va pas le faire. C'est un peu, je vous le dis dès le début, c'est un peu compliqué, mais c'est une question bonus. Celui qui trouve la solution, bien qui propose la solution à cette question, il aura des points en plus, soit au niveau de l'UMD, pour la note de l'UMD ou pour la moyenne générale. Donc, elle est pour l'accès FIFO, mais ne me ramenez pas une solution de quelque part. Donc, proposez votre propre solution. Très bien. Donc, ce que je vous demande, c'est de préparer l'exercice pour la prochaine fois. Je ne sais pas ce qu'on peut commencer l'exercice. Si vous êtes libre jusqu'à 10 heures, on peut commencer au moins l'exercice. Sinon, on va s'arrêter ici. On a besoin de plus de temps pour le faire. Alors,
On le fait, on le commence. Et vous le terminez après. Allô, allô. Vous êtes en train de réfléchir. On le commence l'exercice? Ou là, je vous laisse réfléchir à l'exercice. Alors, je décide à votre place. Donc, essayez de réfléchir à l'exercice et on va le corriger la prochaine fois. Ça veut dire le mardi prochain. Je vais probablement reprendre le cours rapidement avant de passer et poursuivre les exercices de TT. OK? J'espère que le problème est clair. D'accord, Oui, de préférence, essayez de donner vous-même la solution. Vous pouvez m'envoyer si vous voulez, ou bien le mardi, Inch'Allah, on discutera les différentes solutions. Très bien. OK. Oubliez cette question pour le moment. Je vous dis, elle est un peu compliquée, je ne peux pas dire difficile, mais ça nécessite une certaine réflexion. Pour assurer l'ordre FIFO lors de l'acquisition, on n'opte pas pour la priorité. Très bien. Alors, on va s'arrêter ici. On se voit, Inch'Allah, le mardi à partir de 9h15 ou bien 9h30. Tout dépend à quelle heure Madame Aliouane va vous libérer. Donc, on va dire 9h15. On va voir. OK, c'est comme ça. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Merci, madame. Et n'hésitez pas de m'envoyer vos essais si vous le souhaitez, bien sûr. OK.